Le petit épisode d'aujourd'hui est consacré à la fiscalité du football, puisque c'est une question qu'on m'a posée de manière récurrente et qui revient souvent quand on parle des transferts. Donc, essayons de voir un peu en quoi ça consiste et comment se compare la situation française à celle d'autres pays. Alors, on a d'abord les footballeurs, c'est des salariés comme tous les autres, donc ils ont comme tout le monde un salaire brut, un salaire net après impôt, ils payent des cotisations sociales salariales pour avoir une protection sociale, donc ça inclut comme pour tout le monde la retraite, la maladie, le chômage, etc. On paye aussi de l'impôt sur le revenu qui sert à financer les actions de l'État en général. Donc c'est de l'argent qui tombe dans la poche de l'État et qui permet de financer tout ce que fait l'État, donc à partir de l'école, mais aussi la police, la justice et toutes les autres fonctions de l'État. On a la possibilité, comme pour tous les salariés, de faire un peu d'optimisation fiscale. Par exemple, on peut se faire payer par une société. Comme tous les salariés aussi, on a des questions de prévoyance qui se posent pour gérer son patrimoine, pour du coup avoir de l'épargne qui s'accumule, pour aussi prendre les assurances qui correspondent. Alors on a des besoins un peu particuliers quand on est footballeur, mais on a aussi les besoins normaux de tout le monde. On a besoin de préparer sa succession aussi. Donc ça, c'est des questions qui sont normales pour un salarié. Puis on a aussi des impôts qui se présentent côté employeur avec des impôts sur le chiffre d'affaires comme la TVA, comme pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est un impôt donc sur la valeur ajoutée. Donc vous pouvez à la fois facturer sur tout ce que vous facturez, vous allez prélever de l'impôt pour l'État. Et puis sur tout ce que vous dépensez comme achat, par exemple, là vous allez payer de la TVA et vous allez pouvoir déduire cette TVA que vous avez payée du montant de la TVA que vous avez facturé, de telle façon à ce que vous versez seulement la TVA sur la taxe sur votre valeur ajoutée. Donc la différence entre votre chiffre d'affaires et vos achats. On a aussi des impôts qui sont prélevés sur les salaires du côté du patron, du côté de l'employeur, ce qu'on appelle les cotisations sociales patronales ou les charges patronales dans certains cas. Je préfère le mot cotisation sociale parce que ça donne bien cette idée toujours de contribution à l'effort collectif, de la solidarité avec toutes ces questions dont on a déjà parlé, la retraite, la maternité, le chômage et autres besoins. On a les impôts sur la propriété, comme la taxe foncière ou les impôts locaux, par exemple. On a des impôts sur les bénéfices, comme l'impôt sur les sociétés. Et puis, on a aussi, côté employeur, des possibilités de faire de l'optimisation fiscale, notamment, alors si on a accumulé des pertes, on va avoir des crédits d'impôt qui nous permettront en fait de compenser nos bénéfices futurs avec les pertes réalisées dans le passé, de telle façon à ne pas payer de l'impôt sur nos bénéfices alors qu'on a réalisé des pertes les années précédentes, ou en tout cas de réduire le montant de l'impôt qu'on va payer. On a aussi la possibilité de filialiser, donc de mettre dans des filiales certaines des activités. On a vu que Marseille, l'Olympique de Marseille avait fait ça dans certains cas. Alors ça peut avoir un intérêt sur le plan de l'optimisation fiscale, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail là-dessus. Et puis on a la possibilité de consolider au niveau du groupe, donc d'avoir un seul groupe fiscal avec plusieurs sociétés qui sont dedans, de telle façon à également optimiser l'impôt qui existe au niveau de l'ensemble du groupe avec OMS-ASP et ses filiales par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas à l'Olympique de Marseille, s'ils consolident au niveau du groupe sur le plan fiscal. Je suppose que c'est le cas. Du côté de l'Olympique de Marseille, en plus, on a un petit bonus, c'est que notre propriétaire, le Frank McCourt, il est basé aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle le tax deduction, où si à titre personnel, tu as investi dans une entreprise qui a réalisé des pertes, tu peux déduire ces pertes de tes impôts des années suivantes. Donc ça, c'est important pour Frank McCourt aussi. Dans le monde du football, on a des taxes un peu spéciales qui existent en plus des taxes de base qu'on connaît. On a, alors, sur le salaire brut, du côté des salariés, on va prélever ce qu'on appelle la prévoyance UNFP. C'est une petite taxe qui s'élève à peu près à 2,5% du montant du salaire brut. Donc c'est une cotisation sociale additionnelle
qui sert à alimenter un compte à l'UNFP qui permet ensuite de donner aux footballeurs professionnels un pécule à la fin de leur carrière. Le pécule, il varie un petit peu en fonction du type de contrat, mais c'est un pécule qui est plus ou moins fixe en fonction du type de joueur qu'on est. Donc si on est par exemple un joueur élite de Ligue 1, en fin de carrière, on percevra environ 60 000 euros par année où on a été un joueur de football professionnel. Et donc, ça fera un chèque à la fin de la saison. Ça peut être un montant assez conséquent, puisque un footballeur qui, par exemple, aurait été professionnel de ses 18 à ses 33 ans percevrait pratiquement 1 million d'euros à ce moment-là de pécule à la fin de sa carrière. Donc, ça fait partie du package UNFP d'avoir ce genre de protection, et ça a été fait pour éviter que les footballeurs se retrouvent en grande difficulté à l'issue de leur carrière professionnelle. On a la possibilité, alors ça c'est vrai pour les footballeurs, c'est vrai aussi pour d'autres professions artistiques notamment, d'avoir recours à des sociétés de droit à l'image qui bénéficient notamment d'une TVA à taux réduit à 10% et qui du coup ont aussi la possibilité de limiter le montant des cotisations sociales qui sont versées, puisque le bénéficiaire, donc celui qui serait salarié sinon, là perçoit des revenus qui sont imposables sous forme de dividendes en général et pas sous forme de salaire. Donc les revenus sont un peu moins fortement imposés. Ça peut être attractif. On a aussi pour les footballeurs qui ont été résidents fiscalement pendant au moins 5 ans à l'étranger, la possibilité de bénéficier du régime d'impatrié, de ce qu'on appelle la prime d'impatriation. Je reviendrai dessus pour vous expliquer ça un peu plus précisément. On a du côté employeur aussi des trucs un peu particuliers qui se passent, puisque on a la taxe Buffet qui s'applique sur les droits télé. C'est une taxe de 5% qui sert à financer le football amateur, qui est prélevé sur tous les droits télé. On a du côté des impôts sur les salaires, on a vu pendant la période du Covid que les sociétés du spectacle en général, et en particulier du football, avaient bénéficié d'une exonération de leurs cotisations sociales. Donc ça, c'était un peu particulier. C'est spécifique à la France. D'autres pays ont pu prendre des alternatives. C'est la plupart des pays européens avec lesquels on est en concurrence ont fait à peu près les mêmes choix que nous là-dessus. Et on a pu avoir en France recours au chômage technique, ce qui a permis de faire payer par le Pôle emploi les salaires de certains de nos joueurs de football pendant les premiers mois du Covid en 2019-2020. Le régime d'impatriation, donc si on prend le cas de Sadio Mané, dont on parle un peu en ce moment pour venir à l'Olympique de Marseille, s'il vient à l'OM avec un salaire de 10 millions d'euros net de charges, ce qui est l'hypothèse que j'ai prise, alors ça donne en gros un salaire de 14,3 millions d'euros chargés avec les cotisations sociales salariales, ça lui fait un salaire brut d'à peu près 10,9 millions d'euros. Et puis avec les cotisations sociales patronales, on arrive pratiquement à 14,3 millions d'euros. Donc ça, c'est en gros ce que ça va coûter au club d'avoir un Sadio Mané payé 10 millions d'euros et l'impôt sur le revenu avec 5,6 millions d'impôts sur le revenu à payer. Il se retrouve avec 4,4 millions d'euros de salaire net après impôt, ce qui fait pas beaucoup quand même. Alors, on a quand même la possibilité de bénéficier de la prime d'impatriation. Ça lui permet alors, par défaut, c'est 30%. Il y a 30% du montant de son salaire brut qui peut être exonéré du paiement de l'impôt sur le revenu. Là, j'ai pris l'hypothèse que c'était spécifié dans son contrat, que non, c'était pas 30%, mais que sa prime d'impatriation, elle correspondait à 50% de son salaire. Ça, c'est possible dans la mesure où le salaire brut hors prime d'impatriation dont il va bénéficier, donc les 5,4 millions d'euros qui sont là, il est égal ou supérieur à celui d'un top joueur à l'Olympique de Marseille, mais aussi dans un des clubs concurrents en Ligue 1. Donc si on regarde un peu les salaires de Ligue 1, c'est à peu près de cet ordre-là pour les joueurs stars, ce qui nous permettrait de qualifier à peu près 5,4 millions d'euros par an de son salaire brut comme étant sous forme de prime d'impatriation. Et cette prime d'impatriation, elle pourrait du coup faire l'objet d'une exonération d'impôt sur le revenu.
Et c'est pour ça que le montant de l'impôt sur le revenu, dans cet exemple-là, il a baissé à 3,9 millions d'euros et que du coup, Sadio Mané se retrouve non plus avec 4,4, mais avec 6,1 millions d'euros en tenant compte du bénéfice de la prime d'impatriation à laquelle il a droit parce que ça fait plus de 5 ans qu'il est résident fiscalement dans un autre pays que la France. Donc, ça peut être assez attractif pour lui de bénéficier de ce régime d'impatriation. Alors, on a toujours le gros poids des cotisations sociales que malheureusement on n'arrive pas à enlever dans cette histoire-là. Et quand on compare la France aux autres pays sur le plan des cotisations sociales, on a une vraie grosse différence. Avec le Royaume-Uni, on voit que nous, on prend 25% de cotisations sociales salariales, que le Royaume-Uni, ils en prennent 12, qu'on prend 42% de cotisations sociales patronales, que le Royaume-Uni, ils n'arrivent pas tout à fait à 14. Et quand on compare aux autres grands championnats, donc je ne veux pas compter la Belgique, mais l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ils sont tous plafonnés à 30 000, 50 000 euros maximum, en gros, de cotisation sociale pour un salarié qui gagnerait beaucoup d'argent. Et du coup, ça fait que nous, quand on a ces super gros salaires, on est très désavantagé par rapport à ces pays-là où les cotisations sociales sont limitées. L'étude qui avait été réalisée du coup pour le bénéfice des clubs de Ligue 1 qui essayaient de faire un petit peu de lobbying, elle montre que pour un salaire annuel net de 1,8 million d'euros, eh ben, en France, en fait, ça coûte plus de 2 fois plus à l'employeur en moyenne. Pour que 1 800 euros tombent dans la poche du footballeur, il y a 3 628 euros qui sont payés par 3 628 000 euros qui sont payés par l'employeur. Si on compare aux autres pays d'Europe, on voit que c'est beaucoup plus attractif. Alors en regardant dans le détail, c'est clairement la partie cotisation sociale et en particulier les cotisations sociales patronales qui ont fait une grosse différence. Mais sur l'impôt sur le revenu, par exemple, on voit que déjà en France, en fait, on est le pays où il y a le moins d'impôt sur le revenu pratiquement qui est payé. Et dans les faits, avec tous les mécanismes d'optimisation fiscale, on peut encore arriver à réduire à la fois le montant de ces cotisations sociales et le montant de cet impôt sur le revenu. Donc, en fait, je pense que c'est un petit peu caricatural ce qui est montré ici, puisqu'il y a plus de possibilités d'optimisation fiscale en France que dans les autres pays. On a beaucoup de niches qui sont créées. J'ai l'impression que, par exemple, en Espagne, on a vu que Lionel Messi ou Neymar avaient eu des problèmes avec le fisc espagnol pour leur tentative d'optimisation fiscale là-bas. En France, je me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de problèmes avec l'optimisation fiscale de nos footballeurs. Du coup, j'ai l'impression que sur le plan de la fiscalité, là on présente les choses de manière un peu caricaturale, mais en tenant compte de l'optimisation fiscale, en fait, on manque un peu de compétitivité, oui, mais moins que ce qui apparaît sur ce graphique-là. C'est pas non plus rédhibitoire. On voit que les Anglais, par exemple, ils ont adopté un taux d'impôt euh, sur le revenu qui est monté à 50% sur la tranche marginale, donc qui est encore plus élevé qu'en France dans certains cas. Et ça fait que finalement, eux, ils arrivent quand même à s'en sortir. C'est pas sur la fiscalité, en fait, complètement. On a aussi, là, on a un problème de compétitivité qui ressort, qui vient principalement des revenus, en fait, de notre championnat. On a déjà des droits télé qui sont nettement inférieurs à ceux des autres. On a le Royaume-Uni, ou la Première Ligue plutôt, qui est très loin devant les autres championnats en termes de droits télé. Et puis la Bundesliga, la Liga et la Serie A qui sont entre 1,2 et 1,5 million d'euros, 1 milliard d'euros, pardon, qui sont pratiquement au double de ce que fait la Ligue 1 en droit télé. On est aussi moins fort sur le plan du sponsoring. Vous verrez que tous les autres ont fait presque 4 fois moins de revenus de sponsoring que la Première Ligue et presque 3 fois moins que la Bundesliga, par exemple. 2 fois moins que la Serie A et plus de 2 fois moins que la Liga. Donc en sponsoring aussi, on est quand même nettement derrière. En billetterie, on est nettement derrière aussi. On a quelques autres revenus qui n'existent pas dans certains autres pays, mais dans l'ensemble, on a des revenus qui sont trop faibles en fait pour pouvoir rivaliser avec ces autres championnats. C'est pas une question de fiscalité à proprement parler,
C'est juste une question de niveau. Alors, c'est vrai que si on pouvait attirer les meilleurs joueurs, on peut se dire que ça attirerait également les meilleurs sponsors et les meilleurs diffuseurs et que par conséquent, on exploserait tout en droit télé et en sponsoring notamment. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc, on a un problème au niveau des droits télé, du sponsoring et éventuellement de la compétitivité fiscale dans un troisième temps. À mes yeux, je pense que la compétitivité fiscale, c'est le dernier de ces problèmes-là. Alors en conclusion, est-ce qu'on a les moyens de se payer Sadio Mané? Ben, on a montré l'exemple précédent. Par rapport à des pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, on n'a pas forcément beaucoup d'avantages à proposer sur le plan fiscal. Nous, ce qu'on a à leur proposer, c'est avant tout ça. Sadio, pour Marseille, qui te demande. J'aurais dit, tu peux pas te revenir à Marseille. Ah, mais les Marseillais, fais l'effort quand même. Mettre de l'argent, je viens. Il faut payer le transfert, je viens. Ah là là, ah là là. Sadio, pour Marseille, qui te demande. J'aurais dit, tu peux pas te revenir à Marseille. Ah, mais les Marseillais,